La scène à l'extérieur du tribunal était tendue. Carmelo, libérez-le, Bella. On n'a jamais vu. Un garçon blanc devant un jury entièrement noir. Dites-le aux médias. Une histoire, une affaire, un procès qui a divisé la communauté. Carmelo Anthony affirme avoir agi en légitime défense après avoir poignardé et tué Austin Metcalf. Le jury a rejeté la version de Carmelo, l'a reconnu coupable de meurtre et l'a condamné à 35 ans de prison. Sors de mon jardin! Je te jure devant Dieu, j'en ai marre. Maintenant, les conséquences d'un procès que le juge n'a pas permis à la nation de voir. Le père d'Austin a enflammé Internet après avoir diffusé en direct ses émotions à vif. Et un débat public sur ce que montre réellement la vidéo de surveillance que le juge a cachée au public est bien sûr l'appel. Carmelo Anthony aura-t-il une seconde chance? Tant de réactions, tant de questions non résolues après ce verdict dramatique au Texas. Absence de caméra dans la salle d'audience pendant le procès, ce qui provoque maintenant le chaos après. Les gens débattent réellement de ce que montrait la vidéo de surveillance, de la signification des preuves, de ce que les témoins ont déclaré. Pendant ce temps, le père d'Austin Metcalf, à vif et ému, diffuse en direct sur Internet. Que va-t-il se passer ensuite? Je suis Vinnie Politane, enquêtons. Les conséquences du verdict et du procès dans l'affaire Carmelo Anthony, Austin Metcalf, ne se sont pas du tout apaisées. En fait, l'intensité du débat public qui a lieu en ce moment semble même s'être accentuée. Et tout cela est dû au fait que ce juge a commis une erreur. Erreur d'avoir interdit caméra et micro dans la salle d'audience. Lorsque vous avez une affaire qui intéresse le public, dont le public débat, et qui a provoqué des conflits au sein de votre communauté. Le remède, c'est la transparence. Laissez le public voir et entendre toutes les preuves afin qu'il puisse comprendre. Il se peut qu'il ne soit pas d'accord, mais il pourra comprendre comment le jury est arrivé à son verdict. Mais ce juge ne l'a pas fait, et maintenant nous avons le chaos. Il y a un véritable désaccord sur ce que montre la vidéo de surveillance. C'est une preuve qui fait partie du dossier public que tout le monde aurait dû voir à ce stade. Ils auraient dû la voir pendant le procès. Cela aurait dû être diffusé à la télévision. Et tout à coup, peut-être qu'une partie du débat disparaîtrait parce que certains disent que cela montre une chose, d'autres disent que cela montre autre chose, et peut-être que cela ne montre absolument rien. Le public l'ignore car il ne l'a pas vu. Tout ça à cause de l'erreur du juge. Nous sommes encore en train de débattre des preuves ici. Nous sommes encore en train de débattre de ce que les témoins ont réellement dit. Parce que personne n'a d'informations de première main. Vous n'avez que des informations de seconde main. Et beaucoup de personnes qui transmettent les messages ont un agenda. Donc tout est déformé et tordu. Court TV installe des caméras et micros pour que le public voie et entende les preuves et se fasse son opinion. Le pouvoir judiciaire fait partie de notre gouvernement. Il n'appartient à aucun juge. Il n'appartient à aucun avocat. Il appartient au peuple. En parlant du peuple, il s'est passé autre chose dans cette affaire. Le juge a émis une ordonnance de bâillon, ce qui, vous savez, va à l'encontre du droit à la liberté d'expression garanti par le premier amendement. Et une telle ordonnance devrait être appliquée de manière très limitée. Et le père d'Austin, dont le fils a été poignardé à mort, n'a pas pu parler de cela. Eh bien, il l'a finalement fait lors d'un direct dont tout le monde parle. Il parle d'une véritable montagne russe d'émotions et de problèmes. Et certains de ces éléments, certaines parties de ce qu'il dit sont extrêmement controversées. Des deux côtés. Et tout le monde réagit à cela. Alors commençons par là. Il y a eu un podcast sur Rumble de Jinx et Sip, une interview avec Sarah Fields. C'était une interview, mais en réalité, c'était le père d'Austin qui parlait pendant, vous savez, 10 minutes d'affilée entre les questions. Voici un extrait de ses propos, et ce n'est qu'une petite partie.
Drew Anthony, Kayla, ce sont les parents de Carmelo Anthony. Vous êtes des lâches. Vous n'avez même pas eu le courage d'assister à la condamnation de votre fils ou à la déclaration des proches de la victime. Vous avez abandonné votre enfant. Vous l'avez laissé là-bas. J'imagine qu'il ne vous sert plus à rien parce que vous ne pouvez plus récolter d'argent sur GoFundMe ou GoSendGo. Vous êtes des escrocs. Vous devriez avoir honte de vous. D'accord, il y a vraiment une très mauvaise entente entre les parents d'Austin et ceux de Carmelo. Et il affirme ici qu'ils l'ont abandonné. Nous ne savons pas, il n'y a ni caméra ni micro à l'intérieur, impossible de savoir qui était où pendant ces événements. Mais c'est une allégation et c'est une démonstration de l'intensité des tensions dans cette communauté qui se manifeste maintenant à travers le père de la victime. Tu n'as jamais assumé tes actes et tu t'es fait passer pour la victime. La vraie victime, c'est celui qui est mort, pas celui qui a donné le coup de couteau. C'était une affaire de légitime défense, donc les deux parties se disent victimes. Le jury prend sa décision en se basant sur les preuves, des preuves que le public n'a pas vues. Il a aussi abordé un autre point important au début de cette histoire. Je viens prier avec vous et montrer au monde que nous pouvons combler ce fossé racial incroyable. Et qu'avez-vous fait? Vous avez élargi ce fossé encore davantage. Il m'a expulsé d'une conférence de presse. C'est drôle. Je n'étais pas censé être là, mais je suis parti quand on me l'a demandé. Je n'ai poignardé personne. Les parents de Carmelo Anthony ont donc organisé une conférence de presse au début de cette histoire. Et le père d'Austin, Jeff Metcalf, se rend à la conférence de presse et essaie d'avoir une sorte de communication avec les parents de Carmelo, mais il se fait expulser de la conférence de presse. Cela doit été publié sur X par J.D. Miles 11 en avril 2025. Il porte toujours l'écharpe et parle aux adjoints du shérif. Et vous voyez, il y a la conférence de presse qui a lieu. Et on lui demande de partir. Et vous savez, vous pouvez penser ce que vous voulez. Était-ce approprié ou inapproprié qu'il soit là? Mais tout son argument était, écoutez, depuis le début, j'ai dit que ce n'était pas une question de race. J'ai essayé, je suppose, de tendre une branche d'olivier en allant là-bas pour rencontrer, pour parler, pour discuter de cela ensemble, pas pour en faire une affaire raciale. Et c'était une partie de son argument dans ce qu'il disait lors de ses diatribes en direct. Je veux aussi montrer ceci car les parents de Carmelo Anthony se sont exprimés. Ils sont allés dans l'émission Breakfast Club, une émission radio et podcast extrêmement populaire. Mimi Brown a demandé lors de l'interview que s'est-il passé ce jour-là lors de la compétition d'athlétisme selon Carmelo. Voici ce que Drew Anthony a répondu. Je veux dire, il était assis là à regarder son ami. Si tu regardes les rapports et tout, en fait, c'est le cousin de sa petite amie qui l'a invité sous la tente. Alors, ils y sont allés, il l'a invité sous la tente. C'était juste, « Hey, quoi de neuf, machin ?» Il pleuvait. Il s'est assis là. Puis, la seconde d'après, tu as ces deux types qui se sont approchés de lui. Même en voyant la vidéo au tribunal, c'était comme, « Je sais que vous voyez ça. » Et c'est la partie qui m'a marqué, c'est que Drew Anthony, le père de Carmelo, dit « Hey, écoute, cette vidéo montre ce qui s'est passé. » Mais la question est, est-ce que c'est vraiment le cas? D'accord. Alors, faisons venir l'animateur de Court TV, Cody Thomas, qui était au Texas, qui était dans la salle d'audience et qui a effectivement vu cette vidéo parce que c'est là qu'est le problème, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de caméra dans la salle d'audience. Les preuves n'ont pas été rendues publiques. Donc, le public se fie à ce que disent les gens. Et il y a beaucoup de personnes des deux côtés qui ont un parti pris et qui peuvent décrire ce qu'elles pensent d'avoir vu. Cody, tu n'as pas d'autre intention que de nous dire ce que tu as vu et ce que tu as observé. Alors, pourquoi ne pas nous décrire ce que tu as vu lorsque la vidéo a été diffusée et ce qui a été dit lors du témoignage à propos de cette vidéo? C'est une preuve importante. Certains disent que la vidéo montre clairement ce qui s'est passé ici. Oui, eh bien, je veux dire, c'est l'élément de preuve le plus important. C'est un peu le cœur de toute l'affaire ici. Mais le problème avec cette vidéo, Vinny et les procureurs l'ont admis avant qu'elle ne soit présentée pendant que l'analyste vidéo judiciaire était à la barre, c'est que la vidéo n'est pas de très bonne qualité. Tout d'abord, c'est l'une de ces vidéos. Vous savez comment un stade de football est aménagé, avec ces grands poteaux lumineux qui éclairent tout le stade.
On dirait qu'il s'agit d'une caméra placée sur l'un de ces poteaux lumineux, du côté opposé à l'endroit où tout se passe. Donc, quand l'image est dézoomée, la qualité semble plutôt bonne. Mais quand il faut zoomer à fond comme ça sur un petit point, vous savez que vous allez perdre beaucoup en résolution. Ça va devenir vraiment très pixelisé, très granuleux. Ils ont zoomé, maintenant ça ressemble à une vidéo, comme une vidéo de surveillance de supérette. L'image est granuleuse, on distingue à peine ce qui se passe, mais la tente commémorative jaune est visible. Encore une fois, ils admettent qu'il n'y a rien de reconnaissable ici. Pas de trait du visage ni de logo sur les vêtements, juste une vidéo de mauvaise qualité. Mais à un moment donné, on voit dans les gradins, on voit la tente jaune. Elle est un peu au centre, au milieu de la vidéo. Et puis, ils dézooment un peu pour qu'on puisse voir Carmelo sortir de ce qui ressemble au tunnel sous les gradins. Tu sais, quand tu montes et que tu vas t'asseoir, lui, il arrive de là-dessous. On le voit arriver et il reste debout là pendant quelques secondes. Et ensuite, il marche dans cette direction. Donc la tente est juste ici. Il marche vers la tente ici. Il reste à la tente pendant environ 2 minutes. Puis, vous voyez Austin Metcalf et ses 3 ou 4 amis qui revenaient du collège après avoir vu leur entraîneur ce matin-là arrivant de l'autre côté. Carmelo est donc ici 2 minutes. Ils arrivent et ensuite toute l'histoire se déroule en 4 minutes et demie à 5 minutes. Mais sous la tente, il faut se rappeler qu'il y a toute une équipe sous cette tente. On ne peut pas voir la pluie tomber. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens sous une tente. Ils ressemblent à des formes humaines, mais ce ne sont que des masses, pas de vrais êtres humains. Il n'y a pas moyen. On ne voit pas qui est assis, qui est debout, surtout s'ils sont mélangés là-dedans. Vous savez, peut-être que s'ils sont devant, on peut voir s'ils sont assis sur les gradins, mais au milieu de la foule, on ne voit vraiment pas grand-chose. Et puis, ce que l'analyste des médias met en avant à un moment donné, on voit une sorte de silhouette plus sombre, il y a comme un sursaut. Ils disent que c'était comme une poussée. Après ce sursaut, tout le monde se disperse. Et puis, bien sûr, ils repèrent une ombre. C'était Carmelo, parce que je suis sûr que l'équipe de Mémorial portait des vêtements sombres, alors que Carmelo avait une sorte de sweat à capuche gris, donc il était habillé plus clair. Et ensuite, on le voit s'enfuir et ils le suivent du regard, ils le repèrent dans l'ombre, et puis on voit juste tout le monde se disperser. Il n'y avait pas, vous savez, on ne voit pas 2 mains, une main assise, 2 personnes qui dominent. Il n'y a pas vraiment d'éléments identifiables à part la tente mémoriale. Il y a juste un groupe de personnes en dessous. Ils disent que c'était une petite secousse, puis tout le monde s'est dispersé. C'est tout ce qu'on voit. Donc parfois, et je l'ai vu lors de procès, on passe en revue une vidéo et on peut la montrer à différents témoins qui étaient présents. Et ensuite, eux, ayant été présents en regardant la vidéo, peuvent vous décrire ce qui se passe. Est-ce que cela s'est produit pour essayer de clarifier exactement ce qui se passe et si Carmelo Anthony est entouré ou non? Si, vous savez, il y a une confrontation physique, on peut vraiment voir à quel point la confrontation physique est intense au départ. Dans une très faible mesure, Vinny, je veux dire, parce qu'il faut se rappeler que tous ces étudiants qui ont témoigné pour l'État ont dit qu'il n'y avait aucun encerclement qui se produisait. On l'a décrit comme une sorte de face-à-face. Et vous savez, en fait, lors des plaidoiries finales, le procureur disait, vous savez, ils essaient de dire que les 2 frères ou toutes ces personnes l'ont attaqué, mais sur les images de la caméra piéton, une fois qu'il a été appréhendé, il disait « Je lui ai dit de ne pas me toucher ». Pas « Je leur ai dit de ne pas me toucher ». C'était un point crucial lors des plaidoiries finales. Mais un étudiant est monté à la barre alors qu'il s'échauffait sur le terrain. Et donc, vous aviez un angle où vous voyez quelques jeunes sur le terrain et vous voyez aussi l'angle où se trouvait la tente. Et ce qu'ils essayaient de faire là, c'était en quelque sorte d'expliquer que la chronologie de cet étudiant, quand il s'est approché et a vu l'agitation, ne collait pas vraiment et ils essayaient un peu de discréditer sa crédibilité. Aucun étudiant n'a reconnu avoir été là. Vous me voyez marcher, puis assister à la bousculade et à cette personne à gauche montant dans les gradins. Il n'y avait pas vraiment de détails précis, à part cet étudiant sur le terrain, juste pour montrer que ses horaires ne correspondaient pas quand il a dit qu'il s'était approché, parce qu'ils ont montré qu'il n'avait pas du tout marché au moment où l'agression au couteau a eu lieu. Donc aucun des témoins qui ont témoigné, n'est-ce pas? Certaines des personnes qui étaient là n'ont pas témoigné. Mais ceux qui ont été appelés à témoigner, qui étaient sous la tente, près de la tente, tout ça, aucun d'eux n'a pu se reconnaître clairement dans cette vidéo. Non, il y en avait un parce qu'il était un peu sur le côté. On parle en ce moment de sous la tente, là où l'agitation commence. Un gamin a dit « Vous me voyez arriver ici ?» mais il était très isolé. Tu comprends? Il n'avait vraiment rien à voir avec la situation qui se passait sous la tente, ce qui, tu sais, est la raison pour laquelle on était là au départ. Mais à part ça, aucun d'eux ne disait « C'est moi, vous me voyez ici, vous voyez, c'est Carmelo juste là, ce sont les frères Metcalf. »
Seul élément vraiment identifiable, l'analyste des médias judiciaires a montré Carmelo se dirigeant vers la tente, puis Austin Metcalf et d'autres garçons faisant de même. Une fois tous arrivés à la tente, il y avait juste une foule. Impossible de dire ce qu'ils font. Impossible de savoir s'il s'agit de violence, de chahut ou simplement de personnes debout dans la foule. On ne peut vraiment rien distinguer jusqu'à ce qu'ils aient mis en évidence ce petit... Je veux dire, ils ont vraiment zoomé à fond juste pour voir ce petit geste comme ça. Et ils disaient que c'était la bousculade. Et puis, 3 ou 4 secondes après ça, c'est là que, vous savez, on voit des enfants courir dans tous les sens. On voit Carmelo courir 3 ou 4 rangées plus haut. Et vous savez que c'est là qu'on a retrouvé le couteau, à environ 3 ou 4 rangées de l'endroit où le coup de couteau a eu lieu. Ensuite, on le voit courir vers la piste, puis, en dézoomant, il court près de la clôture. Mais personne ne dit « c'est moi, j'étais là ». C'était seulement leur version des faits, sans lien avec la vidéo, que nous n'avons vu qu'au début du procès, avant que certains témoins ne comparaissent. La vidéo n'a pas été montrée à chaque témoin, vous comprenez? Donc ce n'était pas le point central de l'interrogatoire direct par l'État une fois que ces étudiants témoins oculaires ont pris la parole. D'accord. Donc, est-ce que la défense a utilisé la vidéo de cette façon à un moment donné? Est-ce que la défense a montré la vidéo au jury, soit pendant les plaidoiries, soit lors d'un contre-interrogatoire de leur propre témoin ou d'un autre témoin en disant « c'est ici que Carmelo est entouré » ? Ils ne l'ont pas fait du tout. Et vous savez, il y a eu beaucoup de critiques concernant la défense de Carmelo Anthony ici, avec, vous savez, 6 témoins, quelques témoins étudiants, dont l'un a même admis qu'il pensait que Carmelo était l'agresseur, un témoin de la défense qui a dit cela. Mais la défense n'a utilisé la vidéo d'aucune manière, ce qu'ils n'ont donc pas fait. Ils n'ont même pas expliqué pourquoi il avait un couteau à la base, ce que je pensais qu'ils essaieraient d'expliquer un peu, en disant simplement, vous savez, qu'il l'avait parce qu'il aimait faire du camping. Il l'avait car il faut couper du nylon pour monter la tente. Ils n'ont même pas discuté la raison de la présence du couteau. De nombreuses occasions manquées et des failles dans le dossier de la défense sont apparues, surtout après leur fin abrupte. Pour répondre à ta remarque, Benny, la vidéo n'a jamais été montrée pendant la présentation de la défense. Et ont-ils eu un témoin, que ce soit lors de leur contre-interrogatoire ou lors de l'interrogatoire direct de leur propre témoin, qui a décrit Carmelo Anthony comme étant entouré ou confronté à un groupe? Rien du tout concernant un groupe, rien de ce genre. Il y avait plusieurs personnes. Ils ont tous plus ou moins décrit la même situation. Ils l'ont amené là. Beaucoup de gens lui demandèrent de bouger. Là, il s'agit des témoins de la défense. Je veux juste réitérer. Ils lui demandèrent de partir. Ils ont vu de l'agitation. Ils regardaient autour d'eux. Ils n'avaient pas peur. Ils pensaient juste que c'était 2 garçons, vous savez, qui se chamaillaient, se disaient des choses. Peu importe. Mais c'était ça. Juste 2 garçons, pas une situation de, vous savez, pas, je ne vais pas dire un gang, mais un groupe d'individus, que ce soit 2, 3, 4, un peu en train de l'entourer ou de le confronter physiquement ou de l'intimider, tous en même temps, tous debout et en train de se regrouper autour de lui. Rien de tout cela n'a été mentionné dans les témoignages. Rien de tout cela n'a été mentionné dans les témoignages. Il y a eu, vous savez, il y a eu des témoignages disant que Carmelo était encore assis et qu'Austin était debout, mais ce n'était pas Austin et Hunter. Ce n'était pas Austin Hunter et X, Y et Z et toutes ces autres choses. C'était plutôt juste ces 2 garçons, que Carmelo soit debout ou assis. La défense dit qu'il était assis. C'est sur ce fait qu'il s'appuyait dans l'affaire pour essayer de dire que, vous savez, Austin le dominait de sa hauteur et que Carmelo essayait de rester calme et tout ça. Mais tous les témoignages disaient que c'était ces 2 garçons. Rien de plus. D'accord. Alors, voici une autre question. Et là, c'est une question plus large, n'est-ce pas? Et évidemment, à Cour TV, nous pensons que les caméras devraient être présentes dans toutes les salles d'audience, dans chaque affaire, à travers le pays. Cela ne devrait pas être refusé, mais ça l'est. Chacun a ses propres règles. Ici au Texas, c'est à la discrétion du juge. Donc, c'est au juge de décider si les caméras sont autorisées ou non. S'il y avait eu une caméra dans cette salle d'audience, pensez-vous que ce serait plus clair pour la communauté, pour le public, de comprendre exactement pourquoi il a été condamné? Absolument. Absolument. Si le public avait bénéficié d'une vraie transparence et avait entendu simplement à quel point l'accusation était préparée, chaque fois que la défense essayait de lancer les choses, le procureur avait toujours quelque chose de prêt à répondre. Et puis la manière dont Vinny a présenté son dossier, je sais que tu es un ancien procureur et que tu comprends ses stratégies. C'était très simple et facile à comprendre pour le jury. Par exemple, la défense a appelé un témoin qui était un étudiant qui connaissait Carmelo, qui allait à l'école avec Carmelo et qui a parlé, tu sais, il y avait une dispute à propos de la culture des tentes, comment les tentes étaient comme des vestiaires et qu'on ne devrait pas être dessous et ceci et cela.
Cet étudiant disait que les compétitions d'athlétisme étaient très sociales. Je restais sous la tente 15 minutes avec des amis si je les voyais. Et j'ai même déjà été sous la tente commémorative avec Carmelo. Il racontait tout cela. Le procureur se lève pour le contre-interrogatoire et dit « C'est très social. Oui, monsieur. Si quelqu'un vous avait demandé de quitter sa tente, seriez-vous resté ou parti ?» Non, non, monsieur. Je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais probablement pas fait. Donc, voilà la réponse. C'est une question simple. Êtes-vous surpris qu'un couteau ait été présent à une compétition d'athlétisme? Oui, monsieur, on n'y voit pas vraiment de couteau. Non, monsieur. Avez-vous été surpris que votre coéquipier soit le suspect? Oui, monsieur. Toutes ces questions simples, peu importe la façon dont la défense les présentait. Et, vous savez, il y a eu des moments où je me suis dit, d'accord, là ça commence à bouger. Et dès que le procureur se lève, là c'est comme, vous savez, c'est presque comme s'il essayait de jouer davantage sur le bon sens. Vous voyez, ce genre de stratégie. Mais je pense que si des caméras étaient présentes, la transparence publique, comme vous l'avez dit ici à Court TV, est toujours importante dans ces procès pour que la communauté puisse comprendre et, vous savez, ne soit pas aussi polarisée. Je veux dire, bien sûr, il y aura des opinions et des jugements des deux côtés, mais je pense que cela les aurait aidés à comprendre pourquoi cette condamnation est tombée et pourquoi il a finalement été condamné à ses 35 ans. Oui, mais je veux dire, pour la confiance du public dans notre système de gouvernement qui fonctionne pour le peuple. Tu n'es pas forcément obligé d'être d'accord avec le verdict, mais au moins tu pourrais comprendre et dire oui. Que tu penses que les avocats de la défense n'ont pas bien fait leur travail ou que les témoins se sont mal comportés ou quoi qu'il se soit passé, tu pourrais comprendre comment le jury est arrivé à sa conclusion. Mais là où on en est maintenant, c'est que la réaction à ça est plus polarisante que jamais. Cody Thomas, présentateur de Court TV, travaille dur. J'apprécie toujours votre temps, monsieur. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité comme toujours, Vinny. Heureux d'être ici. J'ai donc été un peu surpris quand j'ai appris que le juge de l'affaire Carmelo Anthony avait accordé une interview à la télévision. Il a donné une interview à WFAA, il a parlé de beaucoup de choses, mais il y a une chose qui a vraiment attiré mon attention. C'est encore une interview télévisée, nous avons l'audio, écoutons. J'ai vu, dans d'autres affaires à travers le pays, que la présence de caméras dans la salle d'audience changeait le comportement du juge. Les avocats et certains témoins agissaient différemment, ce que nous n'allions pas permettre ici. Nous allions vraiment nous concentrer sur la raison pour laquelle nous étions ici, c'est-à-dire garantir un procès équitable. La présence de caméras dans la salle d'audience n'entrait absolument pas en compte. Objection. Monsieur le juge, il évoque des faits absents de la preuve. Vous savez, si vous êtes juge et qu'une caméra dans votre salle d'audience change votre façon de juger, c'est votre problème. Ce n'est pas un problème de transparence. C'est un problème avec le juge. Si un avocat fait autre chose que défendre son dossier parce qu'il y a une caméra, c'est son problème. C'est leur erreur, c'est leur incapacité à être professionnel. Je suis surpris sur certains points. D'accord, le juge ne voulait pas de caméra dans la salle. Je comprends. On en parlera, comme toujours. Mais il a donné une interview à propos d'une affaire qui vient tout juste de se terminer, vraiment tout juste. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est toujours comme ça que ça se passe? Vous savez, chaque État de notre Union a son propre ensemble de règles locales, de pratiques, d'éthique, etc. Donc, je n'ai pas exercé au Texas. Je dois donc faire venir un des meilleurs du Texas. C'est un avocat de la défense pénale, procureur spécial et probablement le meilleur avocat en appel pénal de l'État du Texas. Mon ami Brian Weiss, que je connais probablement depuis plus longtemps que n'importe quel autre invité dans toute l'histoire de mes années à Court TV. Brian. Vous savez, ce que j'ai appris en faisant ce que nous faisons, c'est de ne jamais contredire l'animateur et de le flatter un peu. Donc oui, Vinny, tu as parfaitement raison. On se connaît depuis plus longtemps que la plupart des couples mariés et plus longtemps que beaucoup de nos collègues à l'antenne. Quelques remarques rapides. Premièrement, Je connais le juge Roach. J'ai rencontré le juge Roach lorsque j'étais procureur spécial dans l'affaire Ken Paxton, enquêtant et poursuivant le procureur général, qui est maintenant le candidat républicain au siège de sénateur le moins ancien. Parce que tout cela s'est passé initialement au palais de justice du comté de Collin, là où ce procès a eu lieu. Je n'ai entendu que du bien du juge Roach, que j'ai peut-être croisé à un séminaire. Mais tout d'abord, quand je parle avec des juges, des avocats et des procureurs lors de séminaires sur la gestion des médias, qu'un procureur ou un avocat de la défense passe à l'antenne, c'est une chose. Je ne pense pas qu'il devrait jamais y avoir de cas où un juge
celui qui prend les décisions et porte la robe et tout ça, devrait passer à l'antenne, sauf si c'est dans un but éducatif. Et je sais que l'extrait de ce juge n'était pas particulièrement incendiaire. C'est l'autre point de vue. Je ne pourrais pas être plus en désaccord avec lui. Et encore une fois, je pense que Vinny, toi et moi, tu sais, on est fait du même bois parce qu'on est tous les deux d'anciens de Court TV à l'époque de 93 et 94. Tu soulèves un excellent point et ce n'est pas pour te flatter. Si, en tant que juge, si, en tant que juriste, tu es d'une quelconque manière, sous quelque forme que ce soit, impacté ou affecté par le fait qu'il y ait une caméra qui est tellement discrète que j'ai constaté que les gens l'oublient dans les 90 premières secondes, alors tu ne devrais pas être derrière le marbre au 7e match des World Series. Tu devrais travailler chez Chick-fil-A. L'autre chose, c'est que si tu laisses les témoins ou les avocats jouer pour la caméra, et encore une fois, tu sais, les trois choses les plus clichés en Amérique, la cuisine française, Notre-Dame, le football et les avocats qui jouent pour la caméra, c'est tout au plus absurde. C'est vrai, tu ne joues pas pour la caméra, tu t'adresses au jury. Les avocats s'adressent au jury. C'est le jury qui prend la décision. Le jury décide s'ils gagnent ou perdent. C'est à eux qu'ils s'adressent. Ce n'est pas la première affaire médiatisée que j'ai couverte au fil des années. Vous savez, il y en a eu une autre qui avait un peu la même tension raciale que celle-ci, impliquant une victime nommée George Floyd. Et le juge dans cette affaire, le juge Cahill, dans l'État du Minnesota, il n'y avait jamais eu de caméra dans une salle d'audience, mais le juge Cahill a été assez intelligent. Sachant que cette affaire, pour cette communauté et pour la nation, il était important que le pays voie les preuves et les entende afin qu'il puisse comprendre le verdict et la façon dont les preuves ont été présentées. Et quoi que vous pensiez des preuves dans cette affaire, au final, les procureurs ont gagné cette affaire. Leur expert était incroyable. L'expert de la défense était bof. Cela a fait une grande différence dans l'affaire. La transparence l'a prouvé. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez vos raisons, car tout est visible et audible. Est-ce que ce sera un problème, le fait que le juge ait parlé d'un procès juste après? Mon père était juge fédéral. Et, vous savez, les règles étaient que vous ne parlez d'aucune affaire. Vous ne parlez d'aucune affaire qui est encore ouverte aux requêtes et aux appels, etc. Le juge Belvin Perry, dans cette affaire en Floride concernant Kaylee Marie Anthony, la victime, il a parlé après avoir pris sa retraite. Et c'était une affaire où il y a eu un acquittement. Donc, il n'y a pas eu d'appel, n'est-ce pas? Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que cela pourrait poser un problème persistant ou rien du tout? C'est juste, vous savez, il a décidé de le faire. Peut-être que ce n'était pas du meilleur goût, mais il l'a fait quand même. Je suis d'accord. Je dirais que c'est, vous savez, une erreur de débutant. Parmi les problèmes juridiques potentiels de cette affaire, certains sont sérieux. Nous allons en parler dans une minute. Exactement. Mais qu'en est-il de celui-ci? Non, pas du tout. C'était un extrait anodin, quoi, de 45 secondes qui n'avait rien à voir avec le fond de l'affaire, qui ne remettait pas en cause l'impartialité du juge. Parce qu'en plus de parler à des avocats, des juges et des procureurs partout dans le pays, il s'agit aussi de gérer les médias. Je suis aussi devenu, vous savez, l'expert. Et rappelez-vous ce que Mark Twain disait. Un expert, c'est juste quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est la récusation d'un tribunal de première instance. Et vous savez ce qui vous fera être écarté plus vite que tout ce à quoi je peux penser. Et passer à l'antenne pour parler d'une affaire en cours ou d'une question susceptible d'être portée devant vous. L'une des affaires dont je parle était malheureusement une affaire incroyablement tragique, celle de l'attentat d'Oklahoma City. Et le premier juge fédéral assigné à cette affaire a décidé qu'il allait participer à Nightline, une émission très populaire à l'époque animée par Ted Koppel. Je crois que beaucoup de gens de cette génération se demandent « Nightline, c'est une veilleuse ?» Et le juge a fini par être récusé. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté, si tu veux, une opinion qui, même si elle n'affecte pas directement un parti pris ou un préjugé, certainement dans l'esprit d'un membre du public, et c'est ça le test. Est-ce qu'un membre raisonnable du public, tu sais, sur la 6e avenue, entre la 52e et la 53e rue, connaissant tous les faits et circonstances, aurait un doute raisonnable quant à la capacité de ce juge à être impartial? Maintenant, l'extrait du juge Roach, ce n'est pas grave, il n'y aurait pas eu de problème, comme son conseiller l'aurait conseillé de le faire. Mais alors, et alors? Eh bien, revenons donc à l'essentiel de ce que, vous savez, la partie que nous avons jouée, à savoir la question des caméras
de la transparence et de l'impact que cela a. Parce que ce que nous avons vu après cette affaire, c'est que tout le monde parle des preuves comme si elles montraient quelque chose. Et il y a des interprétations opposées des preuves, et ce n'est rien que le public ait vu de ses propres yeux. On en entend parler uniquement par des personnes ayant leur propre parti pris ou interprétation d'un côté ou de l'autre. Cela n'a pas d'importance. Le public n'a pas pu le voir dans une affaire qui suscite autant de tensions dans la communauté, qui la divise et où les gens perçoivent les choses de manière si différente. Seules quelques personnes ayant fait la queue et entré dans la salle d'audience l'ont vu. Et pour moi, c'est ça la véritable injustice ici, c'est que c'est une salle d'audience publique. Elle n'appartient pas aux juges, elle n'appartient pas aux avocats. Et il devrait y avoir une possibilité pour le public de pouvoir la voir. Ça n'interfère avec rien, ça apporte simplement de la transparence. Et vous savez, je vais citer le célèbre sage juridique Woody Allen. Je crois que c'était dans Bananas. C'est une farce, une moquerie et un outrage à la justice. Écoutez, il n'y avait qu'une poignée de places, premièrement. Et les personnes qui étaient là étaient autres que des membres des médias. Tout le monde avait son agenda, car cette affaire est passée à la télévision et sur Internet plus souvent que Flo la dame de l'assurance et les rediffusions de Leave It to Beaver. Certaines de ces personnes, et c'est un terme juridique, Vin, sont des idiots. Je veux dire, je ne comprends tout simplement pas. Et ça, ce que le juge Roach aurait pu faire, c'est ce que beaucoup de juges font quand ils ne veulent pas envoyer quelqu'un. Le véritable procès diffusé à la télévision consiste à créer ce que nous appelons, et je sais que tu connais ce terme, une salle de débordement où les membres des médias ou du public peuvent regarder le procès en temps réel. Et c'est une diffusion en circuit fermé qui ne sera pas distribuée. Ouais, mais pour Court TV, c'est comme dire « j'ai été au bal de promo avec ma cousine ». Exactement. Ce n'est pas parfait, mais au moins plus de gens pourront voir les preuves et peut-être qu'il y aura plus de points de vue. Mais pour moi, au final, c'est la salle d'audience du peuple. Elle n'appartient à personne d'autre. Et je sais que tu essayes de tout équilibrer. Donne-moi juste une réponse courte là-dessus. Est-ce que tu étais d'accord avec l'ordonnance de Bayon? Parce qu'une autre chose qui s'est passée maintenant, c'est que le père d'Austin a enfin pu parler. Et c'était brut, c'était émouvant, c'était impressionnant. Mais il n'a pas été autorisé à parler avant. Ça m'offense parce que je crois au premier amendement. Je crois qu'il est premier pour une raison. Que penses-tu de faire taire ceux qui ne sont pas avocats dans une affaire? C'est totalement faux. Même Stevie Wonder le verrait. L'affaire de référence au Texas sur les ordonnances de Bayon dans les affaires pénales, si je peux me permettre, c'est mon affaire. C'est une affaire appelée In Ribbon, concernant un meurtre qui a eu lieu à environ 5 minutes de chez moi, impliquant une lycéenne de 16 ans qui ressemblait à une jeune Angelina Jolie. Nous avons réussi à l'annuler. C'est la loi. J'ai représenté le procureur du district criminel du comté de Dallas, John Crusoe, un ami. À environ 30 miles de l'endroit où l'affaire Anthony a été jugée, lorsqu'un juge a tenté de le déclarer coupable d'outrage pour avoir violé une ordonnance de Bayon, elle avait plus de failles que la foutue marine irakienne. Non, les ordonnances de Bayon. Je n'ai jamais vu une ordonnance de Bayon qui puisse finalement résister à un examen. Et au final, la sanction, le dernier recours pour ceux qui parlent trop, c'est le pouvoir inhérent du tribunal de punir pour outrage. Je ne crois pas plus aux ordonnances de Bayon qu'à la petite souris. Donc, une déclaration d'appel a été déposée par Carmelo Anthony et c'est la première étape avant de déposer l'appel proprement dit. Donc, comme on pouvait s'y attendre, vous êtes reconnu coupable de meurtre. Vous êtes condamné à 35 ans de prison. Vous voulez probablement voir si vous pouvez obtenir un nouveau procès, un réexamen, une seconde chance pour tout cela. Donc, Brian Weiss, vous êtes également un expert en appel. Et c'est, vous savez, chaque fois que j'ai une question sur la loi du Texas, vous êtes dans ma numérotation rapide. Je ne sais pas si j'ai encore la numérotation rapide, mais si oui, vous y seriez. Non, ce n'est pas le cas. Je commence par le premier point qui m'a choqué. Encore une fois, je n'ai pas pu voir le témoignage car le juge ne nous l'a pas permis. Mais d'après les rapports, chaque témoin oculaire, terminait en quelque sorte son témoignage en disant que ce n'était pas de la légitime défense. Est-ce normal? Je pensais que c'était le sujet du procès et la question à laquelle le jury devait répondre s'il s'agissait de légitime défense. Est-ce que des témoins ordinaires peuvent, dans leur témoignage, dire au jury, selon leur propre opinion, que ce n'était pas de la légitime défense? La réponse courte,
c'est qu'ils ne sont pas censés le faire. Et c'est l'une des ironies ou des bizarreries, si vous voulez, du système de justice pénale. Le seul type d'affaire pénale où une personne ordinaire peut donner son opinion ultime sur la culpabilité ou l'innocence, c'est, aussi surprenant que cela puisse paraître, une affaire de conduite en état d'ivresse ou de oui, comme on dit dans certains États, parce que tout le monde sait ce qu'est l'ivresse. La légitime défense est une question de droit que le jury décide en fin de compte en se basant sur les faits. Maintenant, un témoin peut témoigner. On ne peut pas, vous savez, je ne pense pas qu'on devrait pouvoir répondre à une bousculade par un coup de couteau, comme Bill Worski l'a si bien soutenu. Ou vous pourriez dire que je crois que Carmelo Anthony avait la possibilité de battre en retraite, c'est-à-dire de quitter la tente. Mais j'ai été choqué que ces témoins profanes, si vous voulez, aient été autorisés à se prononcer sur la conclusion juridique finale. Ça, c'est un problème. Mais c'est intéressant parce que je pensais que la question que vous alliez aborder en premier était la requête Batson. Oh! D'accord, je sais que vous voulez en parler. Mais commençons simplement ici. Est-ce que c'est important le fait que les témoins aient dit que ce n'était pas de la légitime défense? De 0 à 10, donnez juste un chiffre. À quel point c'est important? En soi, sur le fond, ça pourrait être un 7. Mais si je peux juste ajouter quelque chose que je pense que vos téléspectateurs voudraient savoir sur le processus d'appel, les cours d'appel n'examinent pas la culpabilité ou l'innocence. Elles examinent si le procès a été fondamentalement équitable en se basant sur les décisions juridiques prises par le tribunal. Et il existe quelque chose qu'on appelle la règle de l'erreur sans incidence. Et c'est parce que personne n'est parfait. Nous recrutons tous les participants, le juge, le procureur, l'avocat de la défense, les témoins, les policiers, parmi la race humaine, ce qui signifie qu'il y aura des erreurs humaines. Donc, il y aura des erreurs. Et puisque la Constitution ne vous garantit pas, même pas dans le New Jersey, un procès parfait, vous avez droit à un procès équitable. Donc, je pense que même si cela pourrait être classé comme une erreur juridique, ce que nous appelons une erreur E-R-R-E-U-R, une cour d'appel pourrait estimer qu'en se basant sur les preuves prétendument accablantes, cela n'a pas eu d'impact sur l'issue de la procédure. Mais encore une fois, c'est un problème potentiel, ne vous y trompez pas. Oui, je croyais que c'était un gros problème car il y avait plusieurs témoins. Très bien, passons à ce que vous pensiez être mon sujet principal. Et oui, vous savez, j'hésitais entre les deux, le fait qu'il n'y avait aucun juré noir. Et vous avez parlé des objections, Batson. Parlons-en. Qu'est-ce qui se passe à ce sujet? Est-ce que c'est un vrai problème dans cette affaire au niveau de l'appel? C'est, comme on dit en journalisme, l'information principale à ne pas enterrer. Et je sais qu'assez de vos téléspectateurs ont probablement regardé Law and Order en rafale ou vous ont vu à l'antenne expliquer ce qu'est Batson. Mais Batson vient, je crois, d'une décision de la Cour suprême de 1984 appelée Batson contre Kentucky et cela a été modifié au fil des années. Cela dit essentiellement que même si un procureur peut exercer autant de récusations motivées qu'il ou elle le souhaite, c'est basé sur l'incapacité d'un juré à suivre la loi et qu'il ne peut exercer ses récusations péremptoires que pour des raisons qui ne sont pas liées à la race, ni pour aucun motif racial, ni pour aucun prétexte racial. Donc, ce que présente essentiellement cette affaire, si je comprends bien, parce que, encore une fois, je l'ai suivi, mais je l'ai suivi de loin. Vous savez, cet appareil juste ici, c'est qu'il y avait 3 jurés potentiels noirs, ce que nous appelons des membres du venir au Texas, qui ont été écartés par le procureur au moyen de récusations péremptoires. Autrement dit, sans raison, chaque partie dispose de 10 récusations au Texas dans une affaire criminelle. Et une fois que le prévenu, dans ce cas M. Anthony et les avocats de M. Anthony, présentent ce que nous appelons une preuve prima facie. Monsieur le juge, pour le procès verbal hors présence du jury, maintenant qu'il est constitué, je note pour le dossier qu'aucun juré n'est afro-américain. Et je voudrais que le tribunal note pour le dossier que le procureur a exercé X nombre de récusations contre des jurés noirs. À ce moment-là, le tribunal dira « Très bien, le prévenu a établi une preuve prima facie ». Monsieur Worski, je veux que vous expliquiez au tribunal pour le dossier pourquoi vous avez récusé ces jurés noirs. Et d'après ce que j'ai compris, ils ont été récusés parce que je pense qu'ils n'étaient pas forcément enseignants, mais éducateurs. Qui aurait pu ressentir de la sympathie pour un gamin de 17 ans s'ils sont constamment entourés d'adolescents de 17 ans? Une fois cela arrivé, l'accusation a d'abord réfuté l'affirmation selon laquelle vous aviez mal utilisé vos récusations. La responsabilité revient alors à l'avocat de la défense et c'est là que ça se complique.
Vous devez démontrer que des jurés potentiels, des membres du panel, qui étaient dans une situation similaire à celle de ces 3 éducateurs noirs qui ont été écartés, n'ont pas été écartés et qu'ils étaient blancs. Donc, si je comprends bien, il y avait des membres blancs du panel qui étaient peut-être enseignants ou éducateurs et qui n'ont pas été écartés. Si c'est la seule raison, j'adore cette question. C'est un coup de circuit, non? Les enseignants noirs sont écartés par les procureurs, contrairement aux enseignants blancs. Et puis, tout à coup, leur justification pour écarter les jurés noirs potentiels tombe un peu à l'eau parce que, sinon, tout est pareil. Exactement. Le fait que vous n'ayez pas été traités selon la couleur de leur peau. Exactement. Tu as utilisé le terme juridique « s'est effondré » que j'apprécie. On appelle ça un prétexte. En gros, c'est, tu sais, des conneries. Et j'en ai un, d'accord. Donne-moi un chiffre de 0 à 10, j'ai un dernier point. Oh, 8 ou 9. D'accord, donc c'est un gros point. C'est un gros point. Très bien. Le dernier, tout le monde en parle tout le temps. Je connais des avocats, certains n'aiment pas ça. Assistance inefficace d'un avocat. Je le savais, regarde-toi. Mon père disait, quand je répondais à une question qu'il pensait que j'ignorais, il disait « Tu as juste l'air de ne rien savoir ». Eh bien, Vinny, Mazel Tov, je pensais que c'était au-delà de ta compréhension, comme on dit. C'est une excellente question. Et voici pourquoi. En tant qu'avocat en appel et avocat en révision post-condamnation, j'ai traité pendant plus de 4 décennies et demie de nombreux cas d'assistance inefficace. Des demandes de nouveaux procès, des appels et des recours post-condamnation, dont une affaire de peine de mort gagnée il y a 20 ans devant la cour d'appel du 5e circuit. Laissez-moi vous dire quel est le problème. Les avocats comme moi qui s'occupent des affaires d'assistance inefficace sont en quelque sorte l'équivalent des affaires internes, comme les Shoeflies, la brigade des rats. Pourquoi? Parce que ce que vous faites, c'est que vous affirmez que les avocats de la défense sont des idiots, que les procureurs sont des tricheurs et que les juges sont des ignorants. Et comme on peut le voir, je vois à ton sourire narquois que ça va faire de toi un gars très populaire. Tu vas être aussi populaire que, tu sais, P. Diddy. Donc c'est un sujet très délicat, surtout parce qu'il s'agit d'une affaire très médiatisée et aussi à cause de l'élément racial. Troisièmement, je ne connais pas l'avocat principal, ce type qui s'appelle Mike Howard, dont on pourra parler dans une minute, mais l'avocat de second rang est quelqu'un que je connais, avec qui j'ai donné des conférences, avec qui j'ai organisé des formations juridiques, un gars qui s'appelle Toby Shuck. Et quand il était procureur au bureau du procureur du comté de Dallas, il était une légende. C'était une figure culte. Et l'une des anecdotes de ce procès, c'est que lui et Bill Werski se connaissent depuis toujours. Et ils étaient procureurs spéciaux dans une affaire extrêmement médiatisée à quelques kilomètres de ce palais de justice, le long de l'Interstate 35, où un juge et sa femme ont été tués dans le comté de Kaufman. Donc, ils ont travaillé ensemble. Ils ont aussi été adversaires. Je pense que Toby est un excellent avocat. Je ne sais pas exactement ce que Toby a fait dans cette affaire, car il n'y avait encore une fois pas de caméra dans la salle d'audience. Mike Howard, je ne connais pas ce type, donc je ne vais pas donner mon avis, mais je sais ceci. Avec tout l'argent que l'accusé, sa mère et son père ont pu amasser via Kickstarter, GoFundMe, peu importe lequel, et il y en avait beaucoup. Il y a d'autres avocats, non seulement dans la métroplex, mais aussi au Texas, que j'aurais engagés. Mike High School est sans doute l'un des meilleurs avocats du Texas, afro-américain originaire de Fort Worth, tout comme Dan Kego, Ken Schaefer, Derek Hansworth et Rusty Harden, avocats de ma région. Ce sont ces gars-là, à mon avis, qui auraient probablement dû être contactés. Pour revenir à votre remarque sur l'assistance inefficace, laissez-moi évoquer le premier point. Je vais d'ailleurs vous poser la question en tant qu'animateur. Vinny, merci d'être avec nous aujourd'hui. Selon vous, quel argument d'assistance inefficace le nouvel avocat de Carmelo Anthony pourrait-il présenter? N'a pas préparé la phase de la peine, mon Dieu, n'a présenté aucun dossier. Applaudissements discrets, applaudissements discrets. Vous posez la question. Donc j'avais raison. Coup de circuit, envoyé dans les tribunes Crawford, sans aucun doute. Oui, je pense que toute personne qui n'était pas dans la salle d'audience mais a suivi l'affaire le savait. Ils ont appelé maman, posé quelques questions, puis dit « Merci d'être venu à l'émission ». J'ai réussi. J'ai eu la chance au fil des années de gagner un certain nombre d'affaires et sérieusement, des affaires sérieuses, y compris Galen Walby, le seul détenu du couloir de la mort de Galveston à l'époque devant la cour d'appel du 5e circuit, ce qui revient un peu à gravir l'Everest en short.
en se basant sur le fait qu'il n'y a pas eu d'enquête ni de préparation pour la phase de la peine. C'est pourquoi c'est important et c'est pourquoi je l'aime bien, mais avec une réserve dont nous parlerons dans une minute. Beaucoup d'avocats ignorent que la plupart des affaires concernent la peine, que le prévenu dans une affaire criminelle est comme l'équipe visiteuse qui a déjà 3 points de retard dès le premier quart-temps. Point final. Et si vous ne vous êtes pas préparé à l'éventualité, à la quasi-certitude d'une audience de peine, alors encore une fois, vous n'avez rien à faire dans une salle d'audience. Cela signifie rassembler un éventail, une cavalcade, une panoplie de mamans, papas, tantes, oncles, cousins, frères et sœurs, entraîneurs, professeurs, toutes les personnes qui connaissaient le mieux ce gamin. Numéro 1. Numéro 2. Je pense aussi que ce gamin a 17 ans. Et ce qu'on aime dire aux jurés dans une situation où on a un jeune, c'est que nos vies sont des films, pas des instantanés. Ne jugez pas ce jeune de 17 ans au cerveau peut-être pas fini sur la pire journée de sa vie, cela nécessite un expert. Vous faites asseoir ce gamin avec un psy, un psychologue ou un psychiatre pour parler de sa jeunesse, de ce qu'il pensait peut-être être raisonnable et du fait que le meilleur remède contre le crime, c'est la vieillesse. Au final, le point essentiel, c'est écoutez, vous savez, à ce stade, vous ne plaidez pas l'innocence. Ce que vous faites, c'est essayer d'atténuer les dégâts, d'atténuer la peine et de faire en sorte qu'il soit condamné à moins de 35 ans et plutôt à, je ne sais pas, 10 ou 15 ans exactement. Et ça, c'est un excellent point. Et c'est ça qui est essentiel. Au Texas, nous avons un système qui distingue le meurtre de l'homicide involontaire. Donc, à l'époque, avant que la loi ne change, il y a environ 25 ans, un jury pouvait considérer l'homicide involontaire comme un crime distinct avec une fourchette de peine séparée de 2 à 20 ans. Le législateur a dit, maintenant, faisons-en simplement une question de peine. Donc, vous êtes reconnu coupable de meurtre lors de la phase de culpabilité ou d'innocence. Et ensuite, lors de la détermination de la peine, vous avez ce qu'on appelle une question spéciale. Si vous concluez à partir des preuves que l'accusé a agi sous l'effet d'une passion soudaine résultant d'une cause adéquate, c'est le type de réaction que la colère, la rage, la terreur ou le ressentiment susciterait chez quelqu'un de normal. Je n'arrive pas à croire que je m'en souvienne. C'est un homicide involontaire puni de 2 à 20 ans de prison. Bien que vous puissiez plaider cela et que ce soit généralement fait lors de la phase de culpabilité ou d'innocence, vous pouvez aussi le plaider lors de la phase de détermination de la peine. Je n'ai rien vu du tout, rien, zéro, nada, absolument rien qui soit lié à la question spéciale. Un plafond à 20 n'a rien à voir avec un plafond à 99 ou à la perpétuité. Énorme, énorme, énorme différence. Regardez cette photo. Voici la toute dernière photo d'identité judiciaire de Carmelo Anthony. Et il a l'air un peu différent. Il a l'air très différent. Il s'est rasé la tête, évidemment. Mais quand vous comparez la première photo d'identité judiciaire avec la suivante, vous pouvez voir la transformation. D'une personne qui vient d'être arrêtée à quelqu'un qui a maintenant été condamné pour meurtre et qui part en prison pour 35 ans. Mais que signifie 35 ans dans l'État du Texas? Brian Weiss, quelle est la réalité de 35 ans de prison au Texas pour quelqu'un qui, au moment des faits, était adolescent, avait 17 ans? Laisse-moi te le dire comme ça, Vin. Je ne suis pas sûr que l'agent chargé de la libération conditionnelle de Carmelo soit déjà né, mais peut-être que ses parents sortent ensemble en ce moment. La réalité, c'est que Carmelo doit faire 50% de sa peine, jour pour jour. Alors fais le calcul. Ça fait combien? Il devra attendre environ 17 ans et demi avant de pouvoir voir la commission de libération conditionnelle. Comme l'a précisé le juge au jury, être éligible ne garantit pas d'obtenir la libération. Et le problème que tu as avec les affaires très médiatisées, et je l'ai vu dans plusieurs dossiers, notamment dans l'affaire Susan Wright que Court TV avait couverte à l'époque, c'est que la commission de libération conditionnelle n'aime pas les accusés très médiatisés. Et donc le problème auquel tu vas être confronté, c'est que tu peux continuer à recevoir ce qu'on appelle des reports. Et la libération conditionnelle dans le système texan. Ce que je suggérerais, même si c'est évidemment prématuré, c'est qu'il y a des avocats, quelques bons. La plupart de ces types sont des escrocs, des margoulins, mais il y en a quelques bons que je pense vraiment que cette famille pourrait envisager d'engager. Dans la prochaine décennie, voire la décennie et demie à venir, mettons de côté la notoriété de l'affaire. Si c'était une affaire ordinaire, vous savez, quand je dis ordinaire, je veux dire une affaire qui n'attire pas l'attention du pays, n'est-ce pas?
Et c'est un jeune de 17 ans qui est condamné à l'âge de 19 ans, qui n'a pas vraiment de crédit ou quoi que ce soit. Quels sont les facteurs que la commission de libération conditionnelle prendra en compte dans 17 ans et demi? Eh bien, je pense que le plus important, c'est la reconnaissance de sa responsabilité, ce qui est problématique pour tout accusé qui se présente et plaide non coupable en disant « j'ai été condamné à tort, je ne l'ai pas fait ». Donc, je pense que l'âge, les antécédents criminels, la reconnaissance de sa responsabilité, le remords et aussi ce que ressent la famille de la victime. Encore une fois, j'ai évoqué l'affaire Susan Wright. Susan Wright était une femme au foyer dans le secteur de West Houston en 2002 qui a poignardé son mari violent 193 fois, ce qui reste un record olympique, AAU et NCAA, puis l'a enterré dans le jardin. Une partie du problème de Susan avec la libération conditionnelle était que, compréhensiblement, la famille de la victime disait « cette femme est le diable et n'ira pas au paradis ». Mais parler de ce genre de considération à ce stade, vous savez, je sais qu'un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. C'est encore très loin. Pour l'instant, la meilleure chance de ce gamin, à moins qu'il veuille être libéré et qu'on plante des tomates sur Mars, c'est la procédure d'appel devant la 5e cour d'appel à Dallas. Et comme tu l'as souligné, je ne sais pas ce qu'ils font concernant le changement d'avocat, mais tu sais, il y a quelques noms que la famille me donne et je leur dis, c'est à cette personne que vous devez parler. Je sais que le gamin a signé la déclaration d'indigence, mais ce que je ferai, c'est que je commencerai immédiatement à rassembler une panoplie, un éventail de témoins pour la phase de détermination de la peine qui ont soit été interrogés, soit appelés par mon expert, et présenter essentiellement le dossier de la peine lors de la demande d'un nouveau procès qui n'a pas été présenté. Attends, d'accord, la peine ici, j'ai compris. Revenons à la libération conditionnelle, d'accord? Bien sûr. Nous avons aussi évoqué la rancune entre les familles dans cet épisode. Il semblerait que ce serait dans le meilleur intérêt de la famille de Carmelo Anthony de réparer ces relations, non? Pour réparer, pour essayer de créer, s'ils ont une relation avec Jeff Metcalf et avec Hunter, le frère jumeau d'Austin, s'il y a une sorte de moment de réconciliation, cela pourrait être la meilleure chance pour Carmelo d'obtenir une libération conditionnelle un jour, si Jeff Metcalf prend la parole, vous savez, et dit, d'accord, il a été puni, et Hunter, et qu'il y a une sorte de réconciliation, un certain apaisement, plutôt que là où ils semblent aller maintenant, c'est-à-dire dans la direction opposée. Je prends un risque, mais Khloé Kardashian a plus de chances de gagner le trophée Iceman que de voir cela arriver. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Pourquoi cela n'arrivera pas? Parce qu'il y a tellement de choses dans cette affaire, notamment l'élément sensible et explosif de la question raciale, que je pense que c'est très peu probable à court terme. Et laissez-moi dire ceci pendant que j'y suis. Je vois que la mère et le père ont donné une série d'interviews à une sorte d'affilié du marché 290, peu importe lequel. Vous devez baisser le ton tout de suite parce que tout ce qui se passe devant le tribunal du comté de Collin, où j'ai passé pas mal de temps, ça n'aide pas. Je sais que les gens sont en colère. Je sais que les gens veulent exprimer leur colère, mais les juges d'appel et les juges de première instance ne veulent pas penser que leurs décisions sont influencées de quelque manière que ce soit par le tumulte ou les protestations publiques. Alors, calmez le jeu. C'est mon conseil. Il est temps de faire ce que les parents de Mackenzie Sherrill auraient dû, se taire. Excellent. Brian Weiss, toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je dois retourner au Texas et quand je le ferai, tu m'emmèneras manger un barbecue. Vinny, comme le disent les miens, tu es un homme bien. D'accord. Il y a encore beaucoup d'émotions dans cette affaire et je comprends. Mais au bout du compte, si Carmelo Anthony et sa famille veulent avoir une seconde chance dans la vie après avoir commis un meurtre, Brian a raison. Ils doivent faire retomber la tension et essayer de guérir, aider la communauté à guérir, aider leur famille à guérir et peut-être tendre la main pour aider aussi la famille d'Austin Metcalf à guérir. C'est tout pour cette fois. Jusqu'à la prochaine fois, je suis Vinny Politan. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas de serrer vos enfants dans vos bras.